C'est l'un des plus gros investissements sportifs de la ville de Troyes ces dernières années. Un complexe de plus de 3000 m² entièrement dédié à la pratique de la gymnastique. En visitant le lieu encore en travaux, le président de la fédération a eu des frissons. Vraiment, cette très belle salle me donne des frissons. Et je pense qu'on a une des plus belles salles en France. Alors évidemment, là, elle n'est pas totalement terminée. Je suis impatient de voir avec les agrès. Ce qui est le plus impressionnant, c'est l'espace. L'espace, la dimension, la hauteur sous plafond, et puis aussi les gradins qui peuvent permettre un certain nombre de projets qui sont d'une autre nature. Puisque là, on imagine la salle d'entraînement. Mais le fait d'avoir des gradins, c'est aussi ce qui permettra de recevoir des compétitions départementales et régionales sans doute. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Coût total des travaux, 12 millions d'euros, financés à 50% par la ville et l'agglomération. C'est un investissement énorme qu'on n'a pas vu depuis environ 40 ans, à l'époque des constructions de la piscine, par exemple la piscine des Chartreux, de la salle omnisport. La volonté, la vocation première, c'est de servir le sport du quotidien, c'est-à-dire l'utilisateur, c'est-à-dire nos clubs, c'est-à-dire nos scolaires. On répond aux besoins, c'est une grande satisfaction. Objectif, attirer de nouveaux licenciés sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons 1400 clubs en France, mais quasiment tous ont des listes d'attente. Et donc, pour nous, il est important d'avoir des structures très grandes pour accueillir encore plus. Alors, accueillir en nombre et puis accueillir aussi en niveau. Et cette salle-là permettra de faire aussi du plus haut niveau. À l'échelle de la ville, à l'échelle de l'agglo, on est vraiment sur un sport de masse. Rien que les hirondelles 3 gymniques, on est sur environ 500 licenciés. On va vraiment essayer de mobiliser, alors bien évidemment, le club troyen, et puis d'accueillir, de tendre la main peut-être aux autres clubs de l'agglo pour essayer de fédérer et pour essayer de faire émerger des équipes. Un atout donc pour la discipline mais aussi pour la ville de Troyes. Avec la construction de ce nouvel équipement, une convention a été signée en partenariat avec la fédération. Elle permettra l'organisation de compétitions nationales dans la commune. Des compétitions, des matchs internationaux, des grands championnats de France. Et sachez que pour nous, les championnats de France, c'est des fois 1000, 2000 ou plus de gymnastes qui viennent s'installer pendant 2 ou 3 jours. Ils ne pourront pas être organisés dans cette salle. On a 500 places assises qui permettent de répondre à des besoins jusqu'à des organisations régionales. Maintenant, le championnat de France, il aurait fallu faire un gradin de 3000 personnes pour accueillir un championnat tous les 3-4 ans. Ça aurait été déraisonnable. Donc on continuera tous ces 3 à 4 ans à déménager les agrès vers le cube. Le complexe devrait ouvrir d'ici début 2024. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, plusieurs délégations pourraient choisir de s'y entraîner. Ils étaient venus nombreux dans une cathédrale archi-comble assister ce mercredi après-midi aux funérailles de Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, décédé à l'âge de 61 ans vendredi dernier, emporté par la maladie. Le pasteur de l'église des Vosges aura en l'espace des 7 ans de son ministère marqué les mémoires, laïcs religieux, mais aussi les jeunes de l'aumônerie qu'il avait accompagnés lors de son dernier pèlerinage à Lourdes. Pendant les messes, j'étais à côté de lui vu que je suis aussi servante d'hôtel et toujours un grand sourire, un petit mot à la fin. C'était une belle personne. Nous nous disons qu'il était tellement animé du désir de faire connaître la joie dans le Christ et de sa parole qu'il ne peut pas ne pas continuer du ciel à œuvrer dans ce sens. Oui, évidemment, ça marque. Et puis, il a été, c'est comme ça qu'il s'est présenté à son ordination. Il a été un père, un frère, un ami, voilà. Bon, ce qui n'empêchait pas aussi d'avoir des discussions d'homme à homme, enfin un peu sérieuses, sur l'avenir de l'Église, sur la manière aussi de proposer la foi aux gens, d'entrer en contact avec une société que l'on touche beaucoup moins qu'avant. Cette église est son église et j'en suis le curé, donc c'est vrai qu'il y avait une relation particulière. Et non seulement c'est un prêtre qui est triste, bouleversé, mais c'est aussi toute la communauté avec laquelle il vit qui est bouleversée. Les obsèques étaient empreintes de solennité. Le cercueil a été déposé à même le sol, suivi par la procession d'une trentaine d'évêques. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, présidait l'office en présence d'une centaine de prêtres. Le pape François était représenté par l'ambassadeur du Vatican en France. Didier Berthet était attaché à son diocèse qu'il n'a jamais vraiment quitté, même en pensée, pendant les traitements dus à sa maladie. Mais c'était aussi une voix qui portait au sein de la Conférence des évêques de France, alors qu'il dirigeait le Conseil pour l'unité des chrétiens. Il est toujours resté bien attaché à la vie et aux relations humaines. Et voilà, il a irradié la joie, le courage, la résilience. Il se tenait
d'abord très informé et ensuite il attendait de pouvoir revenir, ce qu'il a réussi à faire quand même, hein, pendant 6 mois tout en demeurant malade, mais son lien était fort. Je crois que c'est cette année l'ont attaché, je pense pour toujours, à ce diocèse. Il disait, c'est ce qu'il avait marqué sur sa voiture, qu'il avait trouvé ici. Je vis la vie en Vosges, je vois la vie en Vosges. Non, mais c'est vrai, quoi, qu'il était... Ça n'a pas été facile, je pense, tout de suite, de s'adapter. C'est un tel changement. Mais je crois qu'il était content. Enfin, après, il vous vantait beaucoup, vous, les Vosgiens, après. Ben, c'était bien normal. Suivant le rite funéraire catholique, la crosse et l'évangéliaire de Monseigneur Berthet ont été déposés sur le cercueil. Des lectures ont fait mémoire de l'évêque des Vosges qui avait choisi comme devise épiscopale ces paroles de Saint Jean pour qu'ils aient la vie. Poignant aussi la parole de sa nièce éprouvée et de son prédécesseur, Monseigneur Jean-Paul Mathieu, resté à ses côtés dans ses derniers instants au couvent de Porcieux. J'aimais ta voix grave, l'histoire de ta belle voix grave, si bien raccordée à la terre et au ciel. On était 8 autour de lui et on a bien suivi les derniers moments. Ça a été impressionnant mais serein, paisible. Un homme qui avait dit, ben voilà, c'est mon dernier appel. Autrement dit, il faut que je réponde à ce dernier appel. C'était l'appel du grand départ. Monseigneur Didier Berthet ne quitte pas son cher diocèse de Saint-Dié. Il a été inhumé dans le caveau des évêques de la cathédrale. Il y repose pour l'éternité avec cette épitaphe de Saint-Augustin qui résume son service aux Vosgiens. Ils furent chrétiens comme vous, évêques pour vous. Michel est un grand passionné de voitures de collection. La voiture, je l'ai achetée d'occasion à côté de Dijon en 2010 parce que mon papa il avait la même voiture mais en bleu et j'avais toujours voulu avoir la voiture de mon père lorsque j'étais grand. Et puis j'ai réussi à faire le pas en 2010. Depuis, il vient à Créange dès qu'il le peut. L'intérieur est d'origine. C'est le plaisir de rencontrer d'autres passionnés automobiles anciennes. Et ouais, c'est surtout ça, quoi. En plus, il n'y a que la mienne, il n'y a que ce modèle-là qui est chaque fois en expo, ou rarement j'ai une autre Simca 1301. Il y a des Simca 1300 ou des 1100, mais il n'y a pas celle-là. Alors, je suis content de montrer la seule 1301 du coin, quoi, qui est propre en état. Comme Michel, ils sont plusieurs centaines fidèles au rendez-vous. C'est le cas de Didier, présent depuis 25 ans avec sa Peugeot 203. Je l'ai acheté en deuxième main, et puis c'est ma passion. Voilà. Ça me fait penser à ma jeunesse. Mon papa en avait demi. Pour célébrer son 30e anniversaire, la bourse a vu les choses en grand. Car parmi les quelques 2000 voitures anciennes, une était particulièrement attendue. Ça c'est le Fardier de Cugnot, c'est ce qui est considéré comme la première automobile se déplaçant sans l'aide de l'animal en fait. Ouais. C'est impressionnant. Chariot de Cugnot, la première voiture au monde, c'est les Français qui l'ont conçue. Je suis venu un peu pour ça aussi, pour voir le Fardier de Cugnot. Voilà, apparemment c'est quand même une réplique qui a été faite, mais apparemment ils vont le faire fonctionner dans un instant, donc j'ai hâte de le voir fonctionner. Il s'agit effectivement de la reconstitution du premier véhicule automobile à vapeur. De quoi émerveiller petits et grands, pendant que d'autres s'octroient un repos bien mérité. Ces sportifs vosgiens sont d'habituels ou de futurs grands pourvoyeurs de médailles sur la scène internationale en hiver, mais doivent s'entraîner également l'été, spécialement en ski roue, comme c'était le cas ce samedi lors d'une compétition régionale sur le stade de la Ténine à la Bresse. Problème, comment pratiquer en toute sécurité ? Plutôt bien dotés en termes d'installations sportives, les Vosges ont un manque criant, pointé du doigt depuis des années. Un véritable stade nordique 4 saisons. Un projet est dans les tuyaux, il était présenté à cette occasion sur fond d'une grande impatience. On l'attend impatiemment parce que tous les autres comités ont leur piste et leur stade
de biathlon, ça sera une piste qui permettra d'avoir un dénivelé similaire à ce qu'on rencontre l'hiver, donc ça serait quand même vraiment chouette. Du printemps à l'automne, les biathlètes et fondeurs vosgiens doivent s'entraîner sur la route sans aucune sécurité. On est sur des routes non fermées la plupart du temps, où il y a de l'insécurité permanente, où il y a des accidents, même des graves accidents. Pour nous, c'est assez simple, c'est vital. C'est vital pour notre jeunesse, c'est vital pour l'ensemble de nos pratiquants d'avoir cet outil. Pour répondre aux normes des compétitions nationales et internationales, le stade devrait notamment élargir son pas de tir à 30 cibles ou encore proposer des pistes de ski à roulettes allant jusqu'à 5 km de longueur. Ce projet, donc, il se veut estival, piste de ski à roulettes, pas de tir, et hivernal avec un renforcement de la neige de culture pour pouvoir avoir plus de longueur de piste. Actuellement, on est sur 1,5 km sur l'hiver. On aimerait doubler, si c'est possible, la capacité. Un bâtiment d'accueil aussi, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de locaux. À cette heure, on n'a aucune eau potable, aucune toilette. Voilà, donc je ne dis pas qu'on n'a rien, mais on n'a pas grand-chose. Chacun s'accorde à dire qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le complexe sportif s'étendrait du stade de la Thénine donc jusqu'au secteur de l'Ishpa, un peu plus haut. D'après les études menées par la commune de la Bresse, le projet pourrait coûter autour de 4 millions d'euros. La phase suivante, c'est d'emmener tout le territoire autour de ce projet de stade, l'ensemble des collectivités qui portent des clubs, et puis les grandes collectivités, départements, régions, États, sachant que la Fédération française de ski a déjà été très claire que ce serait un projet qui serait soutenu par la Fédération française de ski et l'Agence nationale du sport. Un projet qui n'est encore qu'une ébauche, même si le début des travaux, lui, est espéré par tous à partir de 2025.